nous avons, nous avons souvent des questions qui nous reviennent directement ou par le truchement des conseillers des Français de l'étranger sur soit les certificats de vie, puisque la manière de les valider, les autorités susceptibles de les valider ont évolué avec le temps. Il y a eu une réforme progressive qui a mis du temps à arriver de dématérialisation des certificats de vie depuis 2 ans, même si ça faisait très longtemps que nous l'appelions de nos voeux. Et puis, sur la dernière période aussi, une réforme qui n'a pas été très favorable et qui a été engagée par le gouvernement, qui a posé la question de 15 ans de cotisation en France lorsque on a une pension française pour pouvoir continuer à bénéficier de la prise en charge des soins de l'assurance maladie lors de séjours temporaires en France, avec un certain nombre de conséquences sur la manière de continuer ou pas à pouvoir avoir une carte vitale et le cas échéant, le coût de la cotisation à la CFE à partir du moment où les dépenses en France n'étaient plus prises en charge par la retraite. Donc des choses continuent à bouger de ce point de vue et voilà, à votre disposition pour faire un point sur ces sujets. Mais bien entendu, d'abord avec nos intervenants de l'administration, d'Union Retraite et de la CNAV. À votre écoute jusqu'à 10 heures. D'accord, merci Monsieur le Sénateur, merci cher Jean-Yves. On va tout de suite passer la parole à la représentante du GIP Union Retraite, donc Madame Mélanie Glénat, qui est la directrice métier du GIP Union Retraite et qui va peut-être pouvoir nous préciser déjà cet acronyme GIP que les élus connaissent, mais que peut-être tout le monde ne connaît pas. Je vous donne la parole, Madame Glénat, pour nous expliquer ce que vous faites au sein du GIP Union Retraite. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, le GIP Union Retraite est un groupement en fait de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires. Et son objectif, c'est de mettre à disposition des services permettant en fait de simplifier les démarches des retraités, mais également des actifs pour que vous puissiez en une seule démarche articuler l'ensemble des régimes de retraite. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est bien de coordonner l'ensemble des régimes de retraite pour simplifier vos démarches. Donc, ça a été le cas avec la mutualisation des certificats d'existence et c'est également le cas avec les services de demande de retraite en ligne qui permettent de déposer une seule demande pour l'ensemble des régimes de retraite. Merci beaucoup pour cette présentation très courte. Je passe la parole peut-être à Madame Virginie Barré, qui je crois est directrice des affaires internationales à la CNAV, et je vous laisserai ensuite Madame Julien Degast enchaîner directement, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour et merci. Bonjour à tous. Alors, je suis l'adjointe de la directrice qui n'a pas pu venir ce matin. Je suis à la direction des relations internationales et de la conformité à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La CNAV, c'est la tête de réseau de l'assurance retraite, des CARSAT, qui gère l'ensemble de la retraite du régime général, de la sécurité sociale. Et on a cette problématique et à la direction des relations internationales plus particulièrement des problématiques que peuvent rencontrer les assurés résidant à l'étranger ou ayant une carrière dans un autre pays que la France. Voilà, je laisse la parole à Françoise. Ah. Voilà, c'est bon. Oui, parfait. Pardon. J'ai un problème de micro. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Françoise Julien Degast. Je travaille également avec Virginie Barré à la direction des relations internationales de la CNAV. Je suis responsable du pôle relations avec les assurés de l'étranger. Donc, je dirais que je suis plus sur le terrain. Nous gérons essentiellement les réclamations et les demandes des assurés de l'étranger qui peuvent
rencontré quelques soucis dans leurs pays respectifs et essayons de rétablir et de répondre à leurs demandes, et notamment des conseillers consulaires, des consulats et ambassades. Couper leur micro. Je ne sais pas si Kai est toujours là, sinon Claude, je te laisse présenter les deux élus en Thaïlande, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Donc, je suis Claude Brochet. Je suis moi personnellement conseiller, d'abord conseiller consulaire, ensuite conseiller des Français de l'étranger. Donc, depuis l'année 2017, puisque j'étais sur la liste qui s'est présentée en 2014, dirigée par Hervé Berlioz, et Hervé a dû quitter ses fonctions pour raisons professionnelles. Ensuite, j'ai été désigné comme tête de liste par Français du Monde pour les dernières élections qui ont eu lieu donc, le 30 mai dernier, et à signaler que notre liste est arrivée en tête avec plus de 30% des voix, et du coup, nous avons eu la possibilité d'avoir 2 élus sur 4 dans le conseil consulaire de la circonscription Thaïlande-Birmanie, hein, puisque notre circonscription englobe également la Birmanie. Hein. Donc, notre liste Solidarité, écologie et démocratie, comme son nom l'indique, hein, une de ses grandes priorités, c'est la solidarité. Et c'est vraiment un des combats communs que l'on mène avec Kai, qui est, elle, toute récente dans le conseil consulaire. Et on aura donc l'occasion, puisque aujourd'hui on parle de ces problèmes de solidarité, d'évoquer les questions et aussi l'action que nous menons en tant qu'élus. Vas-y. Alors, Daniel Boulhomme, conseiller de l'étranger au Laos, c'est mon premier mandat. Je suis très content d'être parmi vous et merci de l'invitation, Florian. Voilà. Alors, j'ai 48 ans, j'ai un fils marié avec une Laotienne. Je suis revenu ici depuis 2002 au Laos, sinon originaire de la Lorraine, à Nancy. Voilà, donc si vous venez un jour au Laos, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Eh ben, super, merci beaucoup Daniel. Et tu parlais de ta femme laotienne. Je crois qu'on aura l'occasion notamment aussi de parler des pensions de réversion dans ce débat. Je ne sais pas si Laurent Fischer est à nouveau… Je ne sais pas, est-ce que mon micro marche? Parfait, vas-y. C'est parfait. Écoute, d'abord, je voudrais remercier l'équipe organisatrice, en l'occurrence Claude et Florian. Merci, c'est sympa d'être de vos voisins. J'essaierai d'organiser quelque chose pour vous également. Et donc, pour me présenter, donc, je suis un nouvel élu, élu le 30 mai de cette année. Donc, je suis nouvellement dans cette fonction et je représente également les mêmes valeurs dont Claude a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la solidarité et l'écologie aussi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent. On a essayé de regrouper les thèmes en fonction des questions que les différentes personnes ont posées. Il va y avoir un premier temps concernant la fiscalité des retraités en Asie du Sud-Est, avec principalement le sénateur Lecomte qui interviendra sur ces questions. Ensuite, nous allons avoir un petit passage rapide à nouveau vers les pays pour vous expliquer un peu les différentes contraintes de visa retraités qui sont présents des différents pays en Asie du Sud-Est. Après, nous parlerons directement des démarches administratives des retraités ou futurs retraités, et notamment avec la CNAV et Info Retraite. Et on espère avoir le temps de terminer par un point quand même aussi sur la santé, puisqu'il y a eu plusieurs questions sur la santé. Jean-Yves Lecomte, on a reçu plusieurs questions donc, sur la fiscalité des retraités en Asie du Sud-Est, et je te laisserai expliquer les différents acronymes, mais l'idée étant de commencer par de réexpliquer quelle est la différence entre la CSG, la CRDS et la COTAM, auquel un grand nombre de retraités, si ce n'est tous, sur la zone sont soumis. La CSG-CRDS est applicable sur les revenus immobiliers en France. Comment est-ce que cela fonctionne?
Comment est-ce que l'on fait pour saisir, peut-être que cette question-là, ça sera plus la CNAF qui répondra, mais comment fait-on pour obtenir de la part d'une CARSAT, donc qui est une caisse régionale concernée pour mettre à jour ses cotisations sociales CSG, CRDS sur les pensions. Donc cette question sur comment on fait pour saisir sa CARSAT. Quelles sont les obligations fiscales pour tous les Français qui sont plus de 6 mois dans l'année en France, en dehors du territoire national, parce que vous savez, les Français de l'étranger, généralement, vous vous inscrivez au registre des Français de l'étranger auprès de votre ambassade, mais on s'est aperçu par expérience qu'il y a un certain nombre de retraités qui ne sont pas inscrits, qui souhaitent rester fiscalement résidents en France notamment, et qui ne sont donc pas inscrits. Et donc, c'est pour ça qu'on aimerait ce point sur les obligations fiscales. Et enfin, une question peut-être un peu plus politique, entre guillemets, quoique. Il y a une récente réforme qui a été votée au Parlement concernant la taxe d'habitation et principalement la suppression à partir de 2021 de la taxe d'habitation. Et la question se pose de savoir que peuvent attendre les Français de l'étranger qui ont, dans beaucoup de cas, et notamment les retraités, gardé une résidence en France, mais qui, en fait, gardent cette résidence en France parce qu'ils peuvent rentrer à tout moment. Et ce webinaire qu'on consacre aujourd'hui, ce webinaire concerne aussi la Birmanie. Et on sait qu'un grand nombre de nos compatriotes en Birmanie ont dû quitter le pays suite aux événements politiques. Donc, Jean-Yves, je te laisse répondre à tout cela, on va dire, pour une dizaine de minutes, comme je sais que ton temps est compté. Alors, je ne sais pas si… Non, c'est bon, c'est bon. Ah oui, d'accord. Parfait. Merci. Je vais essayer de faire un point sur ces sujets. D'abord, il faut affirmer un principe. L'enregistrement au registre consulaire et la question de la résidence fiscale sont deux choses qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas parce que vous vous inscrivez au consulat, au registre consulaire dans un pays, que automatiquement vous n'êtes plus résident fiscal en France. Les deux ne sont pas liés. Ceci étant, on est toujours résident fiscal quelque part. Même si on tourne entre trois pays et qu'on dit on n'est jamais plus de 6 mois sur l'année dans un pays, on est toujours résident fiscal quelque part. Soit par rapport à sa durée, soit par rapport finalement aux revenus, aux sources de revenus où habite sa famille. On trouve toujours le moyen d'avoir une résidence fiscale quelque part. Et à partir du moment où vous avez une résidence fiscale quelque part, s'appliquent les règles de votre pays de résidence fiscale en matière de déclaration et en matière d'obligation de déclaration de éventuellement l'ensemble de vos revenus. Je ne peux pas vous dire, puisque vous êtes sur plusieurs pays et que vous avez différents types de retraites, où est-ce que votre retraite sera fiscalisée, puisque ça peut dépendre de deux choses. Ça peut dépendre de toute façon, à chaque fois, la grille de lecture, c'est où est-ce que vous êtes résident fiscal et la convention fiscale bilatérale qui, le cas échéant, existe entre la France et votre pays de résidence. Et cette convention fiscale peut faire une différence entre les différentes retraites, suivant que la retraite est une retraite publique ou en particulier, ou une retraite versée par le régime général. Donc, moi, je ne peux pas vous dire votre situation précisément. La seule chose que je peux vous donner en termes de principe, c'est que, il n'y a pas de liaison entre l'enregistrement au registre consulaire et la résidence fiscale. 2, on est toujours résident fiscal quelque part. Et à partir de là, c'est la loi fiscale de son pays de résidence qui s'applique. Alors, après, suivant le cas, vous pouvez avoir des revenus français. Ça peut être des impôts, ça peut être des revenus immobiliers, ça peut être des revenus mobiliers, ça peut être des retraites. Suivant les conventions fiscales, votre retraite sera ou non à déclarer dans le pays de résidence et vous aurez ou non à payer des impôts dessus en France. Par contre, sur tout ce qui est mobilier et immobilier, à partir du moment où, si c'est des revenus français, vous allez avoir une imposition en France, quitte à ce qu'après, en fonction de la convention fiscale, les impôts que vous avez payés en France puissent faire partie d'un crédit d'impôt qui permet de déduire une partie de l'impôt que vous devez dans votre pays de résidence.
la CSG-CRDS s'applique, et la CSG-CRDS est un impôt. Contrairement à son nom, ce n'est pas une cotisation sociale, c'est un impôt. En tout cas pour ceux qui vivent hors de l'Union européenne. Et à partir du moment où c'est un impôt, ça n'engendre aucun droit. Elle est due, alors on peut discuter, on a défendu la semaine dernière, moi j'ai défendu la semaine dernière au Sénat que il y avait on était, quand on vivait hors de France, en inégalité devant l'impôt entre ceux qui vivaient dans l'Union et ceux qui ne vivaient pas dans l'Union, parce que ceux qui vivent dans l'Union ne la payent pas. Toutefois, aujourd'hui, elle est due et elle n'engendre aucun droit en termes d'assurance maladie ou de protection sociale. Par rapport à, dans un certain nombre de pays, si vous êtes résident fiscal d'un certain nombre de pays, ce que vous payez comme CSG-CRDS en France peut constituer un crédit d'impôt, mais ça c'est encore à voir en fonction des pays, peut constituer un crédit d'impôt à déduire des impôts que vous avez à payer dans votre pays de résidence. La COTAM, par contre, Florian, est une cotisation qui est prélevée sur les retraites françaises, exclusivement pour ceux qui ont droit à l'assurance maladie en France en cas de séjour temporaire en France. Depuis la réforme du projet de loi de finances de sécurité sociale pour 2019, qui a posé une condition de 15 ans de cotisation retraite en France pour avoir droit, lorsqu'on vivait à l'étranger, à une prise en charge de ses frais de santé en France lors de séjours temporaires, la COTAM n'est due que pour ceux qui ont cotisé plus de 15 ans en France. Le gouvernement a corrigé un petit peu les choses cette année et a établi que ceux qui, avant 2019, bénéficiaient de cette prise en charge, mais l'avaient perdue parce qu'ils n'avaient pas cotisé 15 ans, s'ils ont En attendant peut-être que Jean-Yves se reconnecte, je peux simplement préciser que pour mes compatriotes qui habitent la Thaïlande, je pense que tout le monde le sait ou à peu près, il y a bien une convention fiscale entre la France et la Thaïlande. Donc, à partir du moment où on a des revenus en France, ils sont imposables en France. Par contre, les revenus que nous touchons, pour certains, dans les retraités, il y en a très peu, mais pour ceux qui toucheraient un revenu en Thaïlande, ils sont imposés en Thaïlande pour leur revenu en Thaïlande. Voilà, pour faire simple, le schéma général. Et préciser, donc voilà, et du coup, on va peut-être pouvoir demander aussi au Vietnam et au Laos, préciser donc qu'au Cambodge, où je suis élu, il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Cambodge. Et d'ailleurs, le système d'impôt sur le revenu au Cambodge, tel qu'on le connaît sur le format français, n'est pas encore pleinement optimal et c'est assez rare que des personnes payent l'impôt sur le revenu au Cambodge puisqu'elles payent par contre des impôts sur leur société, sur leurs avoirs financiers, etc. Je ne sais pas si au Vietnam, Laurent, tu peux nous dire est-ce qu'il existe une convention fiscale ou pas. Je vais régler voir si Jean-Yves nous rejoint ou pas. Laurent, ton micro n'est pas branché par contre. Voilà. Voilà, au Vietnam, l'impôt est à payer par l'employeur. Donc, c'est un petit peu similaire à ce qui se passe au Cambodge, j'ai l'impression. Exactement. Et au Laos, existe-t-il un impôt sur le revenu au Laos? Est-ce que les Français du Laos doivent payer un impôt sur le revenu au Laos? Oui, pareil, oui. On doit payer, l'employeur doit le payer à l'État. Pareil, oui. Donc, ce qui fait que les retraités ont cette, on va dire, cette chance pour le moment de ne pas avoir d'impôts à payer. Je crois que Jean-Yves Lecomte a eu un problème de connexion. Il est en train de se reconnecter. Je ne sais pas s'il nous entend, le temps qu'il nous entende. Peut-être est-ce que la CNAF peut simplement nous expliquer à propos des CARSAT, comment est-ce qu'on fait pour saisir sa CARSAT notamment. Je vais laisser Claude expliquer le sujet là-dessus sur la CSG-CRDS pour obtenir une exonération de CSG-CRDS. Oui, donc au niveau de la loi, à partir du moment où on est français de l'étranger et enregistré, on ne paye plus la CSG-CRDS sur les pensions. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est encore assujetti à cet impôt pour les revenus immobiliers, mais pour les pensions, on ne l'est plus. Et il se trouve en fait qu'il n'y a pas d'automaticité apparemment, puisque si on ne le demande pas,
le retraité reste assujetti et il a beaucoup de difficultés. Hein. D'abord parce qu'en fait, on ne reçoit jamais des caisses de retraite comme une feuille de salaire où il est mentionné tel débit pour telle taxe ou autre. Donc, en fait, beaucoup ne le savent même pas s'ils sont encore assujettis à la CSG, CRDS ou s'ils sont passés à la COTAM. On ne sait pas. Donc, quand on s'en inquiète, on calcule, on s'aperçoit, tiens, je suis toujours à la CSG, CRDS alors que je ne devrais pas l'être. Alors, première question, en fait, comment peut-on savoir si on est ou pas encore assujetti à cet impôt dont on ne devrait pas être assujetti, et si on s'aperçoit que cet impôt est toujours retenu en fait par les caisses, comment peut-on faire pour régulariser au mieux? Parce que là, j'ai des témoignages de personnes qui sont… Bon, je vais résumer là, par exemple, la CARSAT de Marseille, il y a maintenant près de 8 mois où ils sont en communication, plus de 4 courriers et rien ne se passe. Et, bon, ça met beaucoup d'angoisse dans la tête de certains de nos compatriotes. Alors, voilà, allez. Je veux bien répondre éventuellement pour cette question. Donc, lorsqu'une personne retraitée décide de partir à l'étranger, son obligation, normalement, c'est systématiquement de nous donner sa nouvelle adresse. Lors de ce changement d'adresse qui est enregistré par la caisse de retraite ou la CARSAT ou la CNAV, systématiquement, il y a un courrier qui est édité où on lui demande où il sera fiscalement domicilié. Et lors du retour de ce courrier, nous pouvons procéder donc normalement à la mise en conformité selon le cas du retraité, si fiscalement il désire rester en France ou à l'étranger. Et c'est à ce moment-là que la COTAM, évidemment, tout dépend du cas, est mis, il y a une révision du dossier et le dossier est mis en conformité. Merci. Donc, alors, on le sait bien aussi parce que ça édite automatiquement un courrier. On sait que vers certains pays, notamment le Cambodge, le Laos, il y a des gros problèmes de courrier, d'acheminement du courrier, que les courriers souvent n'arrivent pas. Et effectivement, les choses ne se passent pas comme elles devraient. Alors, au Laos, la poste, elle marche. Elle marche. Hein. C'est juste la structure de logistique. C'est une fois par mois, ils font des consolidations. Quand le camion de Bangkok à Vientiane, hein, dans le camion, il est pas rempli, le camion ne part pas. C'est-à-dire que des fois, il faut attendre plus d'une semaine, des fois. Donc voilà, pour préciser. Ouais. Ce qui implique ces retards. Je vous propose, merci beaucoup, Mme Julien Degast. Je vais demander quand même à Mme Degast. Oui. Julien Degast, dans le cas où cette automaticité ne fonctionne pas, quel recours on a? Parce que le cas que je disais tout à l'heure, la personne qui essaye de se faire régulariser depuis maintenant plus de 6 mois n'arrive pas. Est-ce qu'on peut vous saisir pour… bien sûr, en précisant le dossier de la personne, est-ce que vous pouvez agir au niveau central pour que la CARSAT indiquée puisse régulariser la situation? Est-ce que c'est possible, Madame Julien Degast? Et peut-être juste pour compléter la question, parce que dans le forum, une question a été posée et c'est complètement lié. Est-ce que les caisses de retraite prévoient un déploiement d'utilisation des mails dans un futur très proche? Alors, moi, je vous dirais à titre, pour le pôle que je gère, nous faisons l'interface entre les élus et on ne reçoit pas des assurés directement parce qu'on ne s'en sortirait pas, vous imaginez bien, mais via les élus, vous pouvez nous saisir et
nous pouvons intervenir directement pour les dossiers les plus compliqués, évidemment, hein, quand tout se passe. Alors, ça peut prendre un certain temps, mais quand ça se passe normalement, il n'y a pas de raison de nous saisir. Mais s'il y a un vrai souci, on peut intervenir. Après, en ce qui concerne les CARSAT et par mail, je ne sais pas, Virginie, peut-être si Oui. tu veux ajouter. Après, si vous voulez échanger par mail, c'est possible. Il faut avoir créé son espace personnel, entre autres, sur le site de l'assurance retraite, pour pouvoir après éventuellement échanger avec un conseiller retraite. Mais pour répondre à un certain nombre de questions que je vois sur le chat, si vous ne nous indiquez pas que vous avez déménagé, nous, on ne peut pas le savoir, que vous soyez retraité ou que vous soyez actif dans un pays étranger. Nous, on ne connaît pas cette information si vous ne nous la déclarez pas. Donc, c'est important de nous le dire pour que derrière, nous puissions mettre à jour votre dossier. Alors, il y a un certain nombre de difficultés, j'ai bien noté, mais enfin, voilà, en tout cas, nous, on est là pour essayer de prendre les situations une par une et de pouvoir les résoudre. Alors, on ne pourra pas prendre tous les assurés résidents à l'étranger, hein, puisque vous êtes, on en compte en tout cas des retraités résidents à l'étranger, plus d'1,5 million, donc on ne va pas pouvoir faire du cas individuel pour l'ensemble de ces résidents, mais voilà, on pourra gérer les situations. Déjà, je pense que créer son espace personnel sur le site de l'assurance retraite, dans un premier temps, et bien nous indiquer que vous résidez à l'étranger. Si vous, puisque la plupart souhaitent garder une adresse en France, si cette adresse est encore celle avec laquelle on correspond avec vous, on ne pourra pas savoir que vous êtes à l'étranger. Et donc, on continuera à prélever la CSG et la CRDS. Donc, c'est vraiment important cette démarche. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole tout de suite à Jean-Yves Lecomte. Voilà, c'est un peu l'exercice. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées et on a essayé vraiment de synthétiser les questions. Je vous rappelle qu'on ne va pas traiter les questions personnelles ici directement, mais par contre, vos élus, donc Kai et Claude en Thaïlande, Laurent au Vietnam, Daniel au Laos, moi-même Florian au Cambodge, n'hésitez pas à nous solliciter ensuite, qu'on puisse faire le lien justement avec les interlocuteurs du jour. Je voudrais juste préciser et les remercier une nouvelle fois d'avoir accepté cette invitation parce que c'est justement notre rôle aussi de faire en sorte de créer du lien quand il y a des complexités administratives. Je te repasse la parole, Jean-Yves, pour finir notamment sur le point fiscalité. Oui, merci, désolé, hein, le réseau du Sénat n'a pas fonctionné. Une petite chose quand même, parce que voilà, Madame Julien Degastes parlait du lien qu'il pouvait y avoir entre le fait d'être fiscalisé en France ou pas, avec le fait d'être soumis à la CSG-CRDS ou pas. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on choisit, disons que voilà, en fonction de sa résidence fiscale, il y a la question donc si vous avez une résidence fiscale en France, vous êtes soumis à la CSG-CRDS pour les retraites, sinon non. Bon, pour les revenus hors immobilier, c'est autre chose. Mais CSG-CRDS sur les retraites, c'est lié à l'imposition en France ou pas. Et prenez bien en compte aussi, puisque tu parlais de la question de la taxe d'habitation, que la taxe d'habitation, elle est supprimée pour les résidences principales, c'est-à-dire pour ceux qui habitent en France, pour ceux qui ont une résidence fiscale en France. C'est-à-dire que tout est lié et que le taux d'imposition des retraites à l'étranger peut être très variable en fonction de la nature de l'imposition dans le pays de résidence. Par conséquent, en fait, entre la taxe d'habitation, la CSG-CRDS et le montant de l'imposition dans le pays de résidence, effectivement, il y a des choses qui sont liées et qu'il faut bien regarder avant de pouvoir se mettre en condition d'être ou non résident fiscal en France ou pas. Sachant que si vous êtes, c'est important parce que tout ça c'est lié. Hein. La taxe d'habitation, elle est supprimée, mais exclusivement pour ceux qui sont résidents fiscaux en France, pour les résidences principales. Donc tout ça va bien entendu dépendre énormément du pays de résidence et de l'imposition qui sera faite en fonction de votre retraite. Ok, merci beaucoup pour ces questions. Je sais qu'on n'arrivera pas à répondre à tout, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir après vous faire une
j'allais dire une newsletter, mais une infolettre qui puisse justement récapituler tout ça. Et j'ai bien noté notamment, nous avons bien noté, l'ensemble des élus, le fait de créer son espace personnel sur le site Assurance Retraite. Il y a des vidéos, ce qu'on appelle des tutos qui sont disponibles désormais. Et je suis sûr que l'ensemble de mes collègues et moi-même feront le relais pour vous réexpliquer si besoin était. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point, parce que le temps passe, on fasse un point très rapide sur les contraintes de visa dans chaque pays. Et on va commencer par le Vietnam avec Laurent. Ensuite, on continuera avec Daniel. Je prendrai rapidement la parole là-dessus. Et on laissera Claude terminer, puisque c'est en Thaïlande où il y a le plus de problème en ce moment sur la question des visas retraités. Laurent, est-ce que tu peux expliquer quand on est français retraité au Vietnam, comment ça se passe pour les visas? Écoutez, c'est très compliqué. Et particulièrement en ce moment où ils essayent de restreindre les visas touristes ou les visas business. C'est une nouvelle chose qu'ils ont entamée depuis quelque peu avant le Covid, où ils essayent vraiment de resserrer les rênes au niveau des visas. Donc, il n'existe pas. Nous sommes au Vietnam envieux de ce fameux visa retraité que vous avez en Thaïlande. Donc, j'ai entendu qu'il y a eu des changements. Mais il n'existe pas au Vietnam de visa retraité. Donc, si on n'est pas marié à une Vietnamienne ou si on n'a pas un emploi, il est compliqué de passer sa retraite aujourd'hui au Vietnam. Après, il y a possibilité de faire des visas investisseurs, mais bien sûr, cela coûte une somme relativement importante. Voilà, merci, donc. Laurent. Daniel, pour le Laos. Alors, oui, c'est à peu près pareil qu'au Vietnam, sauf qu'ils sont beaucoup plus tolérants pour les franco-laos qui reviennent, qui sont retraités. Donc, ils donnent des visas beaucoup plus facilement. Mais bien sûr, il y a quand même des frais derrière dans toutes ces procédures administratives. C'est à peu près par an, 300, 400 $, si on se débrouille bien. Et si on passe par des boîtes de consultants, beaucoup plus cher. Alors, pour les retraités français par contre, eux, il leur faut bien sûr, pour rester au Laos, un visa business. Ouais. Ils n'ont pas de visa retraite. C'est seulement pour les franco-laos. Merci beaucoup, Daniel. Très rapidement sur le Cambodge, il existe un visa retraité qui s'appelle le visa ER, qui est accessible aux personnes qui ont 55 ans ou plus. Ce visa retraité coûte environ 300 $ par an. Tout dépend aussi, là, voilà, si vous passez ce que disait Daniel par un consultant ou par une agence. Qu'est-ce qu'il faut préciser d'autre sur les visas retraités au Cambodge? Simplement qu'il n'y a lorsque vous avez un visa retraité au Cambodge, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une activité professionnelle. C'est-à-dire qu'officiellement, les personnes, et on sait que sur nos zones, il y a beaucoup de retraités qui parfois décident de garder une activité professionnelle, que ce soit un hôtel, un restaurant, ce genre de choses. Officiellement, au Cambodge, si vous avez ce type d'activité, vous ne pouvez pas prétendre à un visa retraité. Et je passe la parole à Claude pour nous expliquer rapidement sur la Thaïlande. Je vais essayer d'être rapide, mais c'est un petit peu plus compliqué que pour vous. Donc, pour les retraités qui veulent passer leur retraite en Thaïlande, bon, tout d'abord, il y a deux grandes catégories. Ceux qui sont encore en France et qui demandent à avoir un visa retraité pour passer la retraite en Thaïlande. Donc, dans ce cas-là, la demande doit être faite auprès de l'ambassade de Thaïlande à Paris et ils pourront demander ce qu'on appelle un visa OA. Avec des obligations d'assurance en particulier qui sont assez élevées. Pour ceux qui sont déjà en Thaïlande, ils doivent renouveler leur demande tous les ans. Il y a deux grands types de visas de retraités, les visas O, les visas OA, sans parler des visas de mariage pour ceux qui ont la possibilité, la chance, la malchance, ça c'est chacun qui verra, d'être marié à une personne thaïlandaise. Pour les visas O et OA,
il y a deux grandes contraintes. Tout d'abord, il faut avoir des revenus minimum importants, soit pour l'instant 65 000 bahts, donc à peu près 1 700 € en fait, mensuels, qui arrivent tous les mois et pouvoir le prouver. Soit mettre un dépôt sur une banque de plus de 800 000 bahts, c'est-à-dire plus de 25 000 €, et ça doit rester sur le compte pour totalité 3 mois avant, 3 mois après, et la moitié sur les restes des 6 mois. Donc, c'est des contraintes qui sont quand même assez lourdes. C'est vrai qu'il y a une volonté de sélection. Et à cela s'ajoutent des obligations d'assurance. Pour l'instant, pour les personnes qui sont déjà en Thaïlande, il n'y a pas d'obligation d'assurance pour les visas de type O. Par contre, il y a une obligation d'assurance pour les visas ROA, qui est de 40 000 en soins non hospitaliers et de 400 000 pour les soins hospitaliers. Alors, après un certain nombre de démarches, il y a eu un accord entre la CFE et LMG April ici en Thaïlande pour proposer cette assurance complémentaire à des prix, je dirais, raisonnables. Le problème, c'est qu'on sait, sans que ce soit encore certain, mais que courant de l'année prochaine, il est probable que ces montants vont très nettement augmenter. Et donc, on a déjà fait la démarche auprès de la CFE pour qu'elle demande à LMG et April de préparer un nouveau produit qui soit effectivement compatible avec les demandes de l'administration thaïlandaise. Aujourd'hui, on a un problème particulier qui est quand même assez rude pour nos compatriotes qui sont partis pour quelques temps, quelques jours, quelques semaines, voire un peu plus en France pour des raisons personnelles, voir la famille, etc. Pour revenir en Thaïlande, ils ont besoin maintenant d'un pass sanitaire thaï. Et pour obtenir ce pass sanitaire, ils ont besoin d'une assurance. Et pour les retraités, le mieux, c'est que les personnes qui m'écoutent et qui seraient déjà dans ce cas-là ou qui risqueraient de l'être dans les semaines à venir, c'est qu'ils se connectent sur le site de l'ambassade de Thaïlande sur partir pendant le Covid, et là, ils auront toutes les précisions. Mais grosso modo, les obligations d'assurance, c'est une assurance d'un minimum de 3 mois avec un montant d'environ 3 millions de bahts, c'est-à-dire 100 000 $. Donc, c'est vrai que c'est une grosse contrainte et il y en a qui sont en France depuis quelques temps et qui se retrouvent donc obligés à trouver une assurance de ce type. Malheureusement, la CFE ne peut pas répondre a priori, je dis bien a priori, parce qu'après, bon, comme tout le temps en Thaïlande, il y a les textes et puis ceux qui sont chargés de les vérifier et qui, dans l'application, sont quelquefois plus souples. Mais en théorie, il faut que ce soit une assurance, si elle est non thaï, qui ait un bureau en Thaïlande. Donc, ça complique un petit peu les choses. Mais vous aurez bien sûr des informations sur ce sujet par différents canaux. Je peux bien sûr vous aider. Mais voilà, la réglementation thaï par rapport au retour en Thaïlande, depuis le début octobre, a changé 4 fois. Donc, on a du mal nous-mêmes à suivre. Moi, j'ai demandé des explications à l'ambassade de Thaïlande à Paris et je n'ai pas eu de réponse. Donc, vraiment, j'engage mes compatriotes qui vont être dans cette situation de se connecter sur ce site. Je l'ai signalé, ce site, lors de ma dernière lettre. N'hésitez pas à me la redemander si vous ne l'aviez pas. Mais il faut vraiment se tenir au courant presque au jour le jour parce que les demandes changent à chaque fois. Les contraintes changent à chaque fois. Merci voilà, beaucoup, Claude. D'être le plus bref possible, mais ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au deuxième thème parce que le temps file. On a conçu ce deuxième thème en fonction des questions que vous nous avez posées et notamment sur les démarches administratives à faire pour les retraités ou les futurs retraités. Comment est-ce qu'on fait pour ouvrir ses droits à la retraite?
comment est-ce qu'on fait pour renouveler son certificat de vie, pour faire valoir ses droits à une pension de réversion. Voici quelques questions et je laisserai la représentante Mélanie Glénat d'Info Retraite répondre à une partie des questions et la CNAV aussi, bien sûr, pourra répondre à la suite de ces questions. Une des premières questions, c'est: j'ai fait une grande partie de ma carrière à l'étranger, j'ai néanmoins cotisé en France, comment faire valoir mes droits? Quel délai faut-il prévoir? Je suis déjà retraité, je m'installe à l'étranger, quelle démarche dois-je accomplir pour être en conformité et continuer à toucher ma pension de retraite? La CNAV a en partie commencé à y répondre précédemment. La difficulté de renouvellement des certificats de vie, et je crois que là-dessus, la CNAV pourra nous expliquer les dernières avancées dans ce domaine et savoir aussi un peu où est-ce que nous en sommes sur les améliorations technologiques pour faciliter le renouvellement des certificats de vie, notamment avec des outils en ligne de reconnaissance de certificats de vie en ligne. Comment puis-je préparer, enfin, une question sur la pension de réversion, comment puis-je préparer au mieux les formalités pour faciliter l'ouverture des droits à la pension de réversion pour mon ou ma conjointe? Et une question qui se pose aussi sur la zone Asie du Sud-Est, quelles sont les conditions pour un conjoint marié avec un ressortissant français, notamment pour les couples de même sexe, quelles sont là aussi les règles qui s'appliquent au niveau français? Et la dernière question qui n'a pas été posée, mais qui revient beaucoup sur les forums, et je pense que Union Retraite va pouvoir répondre, c'est par rapport aux difficultés de pouvoir se connecter sur les différentes plateformes en devant utiliser le site France Connect, puisque beaucoup de personnes sur la zone Asie du Sud-Est ont vraiment des difficultés à créer un compte France Connect. Donc, si vous avez des solutions aussi, n'hésitez pas à nous les donner. Madame Glénat, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Donc, moi, je vais répondre aux interrogations sur les certificats d'existence et également sur votre dernière question sur l'accès à des comptes retraite en ligne. Donc, effectivement, aujourd'hui, il existe quand même deux modalités d'accès à ces portails retraite, que ce soit Assurance Retraite ou Info Retraite. Il existe France Connect, mais il existe également en fait une modalité de création de comptes en dits locaux. Et pour créer ces comptes locaux, il vous suffit en fait de disposer de votre numéro de sécurité sociale. Aucun autre élément, ni numéro de téléphone français ou autre information ne vous sera demandé. Donc, pour tout ce qui est des démarches au titre du certificat d'existence, ce type de compte en ligne vous permet d'accéder au service Ma Retraite à l'étranger. Donc, on a fait un petit flyer qu'on pourra vous communiquer dans le cadre du compte-rendu de cette réunion pour justement vous préciser ces éléments, ce mode opératoire. De la même façon, alors j'en profite pour vous informer que depuis début novembre, un numéro de téléphone spécifique au dispositif des certificats d'existence a été ouvert, dont on pourra vous communiquer le numéro également. Donc aujourd'hui, effectivement, le premier élément, comme ça a été évoqué précédemment, c'est bien de déclarer votre adresse à l'étranger à l'ensemble de vos régimes de retraite. Aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif mutualisé pour changer ces adresses. Et donc, à chaque fois que vous déménagez, il est important de communiquer cette information à l'ensemble de vos régimes de retraite, qui dans le cadre de ces certificats d'existence, vous sera adressé chaque année un certificat qu'il faudra faire viser par une autorité locale. Donc, ces autorités locales dépendent effectivement de votre pays de résidence. Aujourd'hui, donc, c'est une liste
qui est établi par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires sociales, et donc sur lequel effectivement quelques évolutions ont pu être menées ces derniers temps, mais la liste reste tout de même restreinte. Donc en termes de perspective, puisque donc ça ce sera une grande avancée en 2022, c'est la mise en place d'une application sur smartphone qui vous permettra en fait de faire cette démarche directement à partir du smartphone en utilisant une technologie biométrique. Et donc, la démarche sera sur le même principe, donc à réception du courrier ou du mail si vous faites vos démarches en ligne. Donc, on vous demandera de prouver votre existence donc, via cette application, et qui permettra donc directement d'informer l'ensemble de vos régimes de retraite de cette preuve de vie, et donc pour que vous puissiez continuer de bénéficier de votre pension de retraite. Je ne sais pas sur les autres interrogations sur le certificat d'existence, si j'ai fait le tour des questions. Simplement sur le certificat de vie ou certificat d'existence, puisque c'est le même document, est-ce que les mesures qui ont été mises en place dans le cadre du Covid sont toujours valables, à savoir sur le délai de remise du certificat de vie qui a été étendu? Est-ce que vous pouvez nous préciser sur ce point où est-ce qu'on en est par rapport à la règle? Alors là-dessus, c'était vraiment un dispositif transitoire sur l'année 2020 où effectivement, à la fois les autorités locales et les postes étant à l'arrêt, nous avions effectivement pris des mesures de prolongation de ces délais de transmission. Depuis fin 2020, nous sommes revenus à la normale. Et donc, vous avez un délai de 2 mois à réception du courrier pour effectuer cette démarche. Et donc, effectivement, nous incitons vraiment à effectuer ces démarches sur les services en ligne pour éviter à la fois les délais postaux pour recevoir ce courrier et les délais postaux pour que nous réceptionnons votre retour. Donc, c'est en ça qu'il suffit vraiment de disposer d'un numéro de sécurité sociale pour créer votre compte en ligne, donc sur l'assurance retraite ou sur Info Retraite, et pour que voilà, la démarche en soit simplifiée. De la même façon, si vous rencontrez des difficultés sur cette démarche en ligne, il y a également un numéro de téléphone pour vous aider dans cette démarche. Donc, c'est un autre numéro de téléphone également qui est communiqué dans le flyer dont je vous ai parlé. Merci beaucoup pour ces réponses. Et là, je vais juste prendre ma casquette d'élu, de conseiller des Français de l'étranger, simplement vous dire que la situation en Asie du Sud-Est, la situation pandémique en Asie du Sud-Est s'améliore grandement. Mais il y a encore quelques semaines, et le Vietnam et le Cambodge ont été largement soumis à des mesures de confinement qui ont empêché tout déplacement et on a été saisi par beaucoup de nos concitoyens qui ne pouvaient pas se rendre directement pour le Cambodge, par exemple, à l'ambassade de France à Phnom Penh. Et c'est vrai qu'il faut bien garder ça à l'esprit. La pandémie n'est pas terminée et potentiellement, on risque d'avoir à nouveau des problèmes de ce type. Je passe la parole à la CNAV sur la suite des questions. Voilà, je pense que vous les avez. Florian, oui. Florian, j'aurais voulu ajouter quelque chose par rapport au certificat de vie, parce que c'est vrai que c'est un gros problème aussi en Thaïlande, et on a été amené à demander que les autorités locales puissent valider les certificats de vie, ce qui a été finalement accepté. Donc ça, c'est un bon point, et je remercie l'Union européenne de faire cet effort.
Par contre, Jean-Yves, qui a suivi aussi le dossier, est bien au courant, on n'a pas obtenu la traduction en thaïlandais directement par Union Retraite. Est-ce que cela peut être envisagé? Ça, c'est ma première question. D'autre part, bon, les textes disent que si on choisit les autorités locales, du coup, les consulats ne peuvent signer qu'en cas vraiment de problème. Je pense que là, il y a un problème peut-être plus d'ordre législatif, mais je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas donner l'autorisation, je dirais d'emblée, à toutes les autorités, qu'elles soient thaïlandaises ou françaises, pour signer les autorités de vie. Et ce que je dis pour la Thaïlande peut s'appliquer également à d'autres pays. Donc là, c'est une question que je pose à la fois à Union Retraite, mais un petit peu aussi à notre sénateur pour voir comment on peut faire évoluer les textes sur ce sujet. Je vais peut-être prendre la parole sur les autorités locales. Oui, En tout cas, ni le GIP Union Retraite, ni la CNAV, ni l'assurance retraite n'est compétente pour ajouter ou retirer des autorités locales qui sont habilitées à compléter et signer les certificats de vie. C'est une liste qui nous est imposée tant par le ministère de la Santé et des Solidarités que le ministère des Affaires étrangères. Cette liste, nous devons l'appliquer. Si l'autorité locale n'est pas présente sur cette liste, nous devons refuser le certificat d'existence. Donc, s'il y a des démarches à faire pour ajouter des autorités locales, c'est auprès de ces deux ministères qu'il faut les faire. Voilà, nous ne faisons qu'appliquer les dispositions qui sont sur cette liste, enfin les autorités qui sont sur cette liste. Sur les consulats, je ne prendrai pas la parole en lieu et place du ministère des Affaires étrangères, donc il faudra voir directement avec eux. Mais en tout cas, je voulais bien ajouter sur le fait que nous ne sommes pas en capacité d'accepter ou non une nouvelle autorité locale ou de la retirer. Donc ça, c'est vraiment à la main des deux ministères que je vous ai cités. D'accord, ben, je vous laisse continuer peut-être sur, ou Madame Julien Degas, sur les pensions de réversion. Peut-être sur, non, Jean-Yves, je pense que Jean-Yves a des choses à dire sur le sujet. Sur ce point, parce que sur ce point, je pense qu'il vous acceptez, quoi qu'il arrive, des certificats qui sont validés par les consulats. Oui, à partir du moment où c'est un consulat qui signe, il est accepté. Après, voilà, que les consulats sont en capacité ou pas de le faire, ça relève. Ça, c'est d'autres choses. Mais oui, de parce toute que, façon, en fait, c'est du domaine réglementaire, et je pense que voilà. Après, malheureusement, c'est pas du domaine législatif, sinon on s'en saisirait à nouveau. Parce qu'il y a effectivement un problème. Mais ce qui est important, c'est que effectivement un certificat qui est signé par un consulat, vous l'acceptez. Il y a aussi eu des échanges de courriers entre la ministre de la Santé et le ministère des Affaires étrangères il y a quelques années qui précisaient que les conseillers des Français de l'étranger étaient habilités à le faire. Est-ce que vous reconnaissez des certificats d'existence qui sont signés par des conseillers des Français de l'étranger? Alors, j'en ai très peu reçu. Nous avions établi qu'on pouvait les prendre, mais c'était avant cette liste, et maintenant, ils ne sont plus sur la liste, en tout cas. Je pense qu'il faudrait peut-être voir ça avec le ministère des Affaires étrangères également. Je pense que ce serait une bonne idée parce qu'en fait, bon, pour des pays qui sont très vastes, la Thaïlande c'est le cas, eh bien, donner plus de facilité est un point positif. Donc nous, on a eu effectivement maintenant la possibilité des autorités locales, mais encore une fois, pour les autorités locales, et si je reviens vers Union Retraite, quand est-ce que vous allez proposer justement cette traduction que pour l'instant nous proposons en doublon, si vous voulez, avec l'ambassade, mais si c'était sur document initial, ce serait quand même plus officiel et ça permettrait à nos autorités locales thaï, qui sont maintenant habilitées, à mieux répondre à cette demande. Donc, plus on aura de possibilités, mieux ce sera parce que les gens ne peuvent pas faire des 400 ou des 500 km pour avoir leur tampon. Et Union Retraite devait aussi avancer vers une reconnaissance, vers une autre méthode de validation qui serait
je dirais, visuel ou… Ce point a été abordé, Claude, oui. Ce point a été abordé, c'est l'application qui sera lancée en 2022. Voilà. Est-ce que Union Retraite peut peut-être juste répondre très rapidement et après, parce que le temps file vraiment, la CNAV reprend la parole sur les pensions de réversion, mais sur les traductions, est-ce que Union Retraite, vous avez une réponse à apporter sur ce point? Oui, malheureusement, en fait, il ne nous est pas possible de faire évoluer la traduction des certificats sur plus de langues que cela n'est déjà le cas. Et donc, la démarche, mais côté Thaïlande, vous êtes vraiment les précurseurs, c'est de mettre à disposition un document traduit en complément de nos certificats avisés par l'autorité locale. Et donc, aujourd'hui, c'est une démarche qu'on enclenche avec le ministère des Affaires étrangères et sur lequel, effectivement, à ce stade, c'est uniquement le consulat de Thaïlande qui a fait ce travail de traduction et donc de notice en complément de notre certificat. Malheureusement, on ne peut pas faire plus. Merci beaucoup. Je repasse la parole à la CNAV pour le volet pension de réversion. Si vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse sur ce sujet. Il y avait une question sur les pensions d'abord. Oui, tout court d'ailleurs, pardon. Oui. Et puis après, je laisserai la parole à Françoise pour les pensions de réversion. Sur préparer sa retraite en amont d'une liquidation. Alors, la question n'était pas très précise parce que ça va dépendre du lieu de résidence de l'assuré. Donc, je vais vous évoquer les deux cas. Tout d'abord, la première chose à faire, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est créer son espace personnel et pouvoir consulter son relevé de carrière. Alors ça, il n'y a pas besoin de se connecter via France Connect. Vous l'avez directement avec votre numéro de sécurité sociale. Donc, regardez votre relevé de carrière dans un premier temps. Après, les délais, il faut minimum 6 mois pour pouvoir régler votre dossier de retraite. Donc, c'est par rapport au début de la retraite, c'est bien 6 mois en amont de ce point de départ de la retraite. Après, lorsque vous résidez en France, il faut aller auprès d'une caisse du régime de retraite qui vous verse la retraite, qui vous verse la pension, et bien signaler que vous avez travaillé dans un pays. Là, pour l'instant, je remarque qu'on est dans des pays qui n'ont pas de convention de sécurité sociale avec la France. Donc, dans ce cas-là, si vous résidez dans l'un de ces pays, vous pouvez faire votre demande soit par courrier en téléchargeant le formulaire de demande sur le site de l'assurance-retraite.fr ou le faire directement en ligne. Faire votre demande de retraite directement en ligne, bien 6 mois avant le début de votre retraite. Voilà, je pense que sur la retraite, globalement, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, mais on peut passer peut-être au point pension de réversion. Oui, alors je vais prendre la parole pour les pensions de réversion. La pension de réversion, c'est quoi? En fait, c'est lorsque l'assuré qui percevait une retraite ou qui a cotisé mais qui n'était pas encore retraité et décède, sa veuve ou son veuf, puisque les pensions de réversion sont attribuées autant aux hommes qu'aux femmes. Une pension de réversion peut être attribuée, c'est l'équivalent de 54% du montant de la pension que percevait le décédé ou la décédée. Il y a 3 conditions pour obtenir cette pension de réversion. Il y a donc une condition d'âge qui est de 55 ans. Il faut avoir 55 ans. Il faut avoir été marié. Donc, le PACS et le concubinage ne sont pas reconnus en matière de pension de réversion. Et il y a également une condition de ressources. Il ne faut pas dépasser, chaque année, il y a un plafond de ressources qui nous est donné et il ne faut pas dépasser un certain plafond de ressources pour le requérant. Il n'y a pas de condition de nationalité. Si, par exemple, donc un monsieur qui est retraité dans un des pays dont on parle a épousé
une personne locale n'ayant jamais travaillé en France, donc n'ayant pas la nationalité française ou par mariage, mais même si elle n'a pas la nationalité française, n'a donc pas de numéro de sécurité sociale. Donc, ne vous inquiétez pas, au moment de l'attribution et de l'ouverture du dossier, un numéro de sécurité sociale lui sera attribué et les conditions seront étudiées en matière de pension de réversion. En ce qui concerne, puisque la question a été posée, le mariage pour tous, donc les personnes de même sexe peuvent prétendre à la pension de réversion dans la mesure où elles ont été mariées. C'est tout à fait comme un couple de sexe différent. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, donc il faut déposer le dossier dans l'année, dans les 12 mois qui suivent le décès, pour que nous puissions rétroagir, donc le point de départ de la pension de réversion puisse être fixé au premier jour du mois qui suit le décès. Mais pour ça, il faut que ce soit fait dans les 12 mois. Si nous sommes au-delà des 12 mois ou que la personne survivante, la requérante, donc n'a pas 55 ans, ce sera au premier jour du mois qui suit la manifestation donc, de demande de pension de réversion. Et s'il y a eu plusieurs mariages, la pension de réversion est établie au prorata du nombre de mois de mariage, de mois ou d'années de mariage, et elle est donc répartie entre les différentes épouses ou époux, puisqu'on peut l'avoir dans les deux cas. Une question de néophyte, entre guillemets, mais comme ça, je vais penser à ma retraite aussi bientôt. Qu'est-ce qu'une pension de réversion peut être demandée avant? On peut faire les démarches avant ou c'est seul, malheureusement, le décès qui acte non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense notamment aux personnes étrangères qui ne sont pas, je pense aux personnes étrangères qui ne parlent pas le français. Quels sont les dispositifs mis en place? Alors, non, on ne peut pas faire les démarches avant le décès du retraité, ça, c'est pas possible. En revanche, et moi, je reçois beaucoup de demandes, notamment du Cambodge. Le consulat est très actif et aide beaucoup les retraités dans ce sens. En général, ce sont les consulats qui font la traduction, parce que moi, voilà, on parle un certain nombre de langues dans notre direction, mais là, non. Et de toute façon, les documents étant en français, il faut qu'ils soient remplis avec l'aide de quelqu'un. Alors, il est vrai que les consulats font un gros travail pour le remplissage des documents et notamment des demandes de pension de réversion, puisqu'on sait très bien que les requérantes à pension de réversion, très souvent, ne parlent pas le français. Et alors, juste une dernière question sur ce point qui est sorti sur le forum. Reversion, pension de retraite de fonctionnaire, conditions supplémentaires, ne pas être remarié, point d'interrogation. Alors, moi, je vous ai parlé uniquement des conditions d'attribution pour la CNAV, le régime général. Il est vrai que pour les retraites complémentaires, il n'y a pas de condition de ressources. En revanche, c'est bien 55 ans aussi. Et le montant est de 60%. Ça, c'est pour les retraites complémentaires. Mais bon, moi, je ne vous donne que quelques informations. En ce qui concerne les fonctionnaires, effectivement, si vous êtes remarié, vous n'y avez pas droit. Et il n'y a pas de condition de ressources, mais là, je laisse les fonctionnaires n'étant pas ma partie, je ne m'avancerai pas plus, je ne vous dis que ce que je connais de ce régime. Nous pouvons, au régime général, attribuer une pension de réversion même si vous êtes remarié. Il y a effectivement quelques petites différences. Donc, renseignez-vous bien en fonction du régime pour des conditions d'attribution pour la pension de réversion.
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au dernier thème parce que c'est vrai que nos intervenants commencent leur journée de travail. Il est 10 heures à Paris. On va finir donc le dernier thème et si jamais le format vous a plu, je pense qu'avec l'ensemble des élus, on refera ça de manière régulière. Donc le dernier thème, et c'est plus pour le sénateur Lecomte qui est un des artisans de cette réforme, de nous parler un peu de la Caisse des Français de l'étranger. Comment avoir une bonne couverture santé dans son pays de résidence et un suivi de soins en France, c'est l'intitulé de ce thème, avec le rappel des grands principes généraux de la Caisse des Français de l'étranger. Comment obtenir la catégorie aidée de la Caisse des Français de l'étranger, puisque beaucoup de personnes, en fait, via leur plafond de revenus, y ont potentiellement le droit, mais ne le demandent pas. Et ensuite, peut-être un point très rapide, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais on fera un atelier spécifique sur la Caisse des Français de l'étranger, mais sur le suivi de soins, notamment en cas d'affection longue durée. Et enfin, on terminera ce premier webinaire organisé sur la zone Asie Sud-Est par les outils mis à disposition des usagers pour faciliter les démarches. On en a parlé, mais c'est donc la CNAV et Info Retraite qui parleront de ça. Jean-Yves, je te laisse la parole sur la partie CFE. Oui, merci Florian, même si je ne pense pas qu'on puisse aborder le sujet en quelques minutes. Et je dirais donc deux choses, surtout que je sais que je m'adresse à une zone qui a été particulièrement affectée par cette réforme. Je dirais deux choses. D'abord, la première, c'est que la Caisse des Français de l'étranger est une caisse qui a vocation et qui a été construite pour assurer la solidarité entre les Français de l'étranger. Ce n'est pas une caisse qui est financée par la France pour donner un droit à une protection sociale pour les Français hors de France. Elle assure la solidarité entre les Français qui vivent hors de France. Alors, quand je dis français, ce n'est pas français, en réalité, c'est tout ressortissant de l'Union européenne peut adhérer à la caisse. Mais ce qui veut dire que, puisque c'est une caisse volontaire, puisqu'on ne peut pas obliger les gens à cotiser, finalement, la caisse n'a d'intérêt que si elle est plus efficace et moins chère que les assurances privées. Sa vocation étant d'essayer de pouvoir être ouverte à tous. C'est la raison pour laquelle il y a eu une réforme qui a été faite en 2019, dans la mesure où il se trouvait que, compte tenu de l'évolution des adhérents de la Caisse des Français de l'étranger, la Caisse allait dans le mur en termes financiers et n'était plus capable d'assurer la solidarité entre les Français et l'étranger avec des tarifs qui permettaient aux plus jeunes d'avoir envie de venir adhérer à la Caisse. C'est la raison pour laquelle un système nouveau a été construit et qui, malheureusement, conduit à ce que plus on avance en âge et plus on paye, même si c'est probablement beaucoup moins que ce qui est dû par ce qui est proposé par les assurances privées. Ce que on peut dire aussi, c'est que compte tenu de la manière dont la santé est traitée dans un certain nombre de pays dans le monde, on a dû permettre à la Caisse des Français de l'étranger de s'assurer des partenariats, parce que jusqu'à présent, la CFE fonctionnait comme la sécurité sociale et juste comme la sécurité sociale. C'est-à-dire que par rapport à ce que Claude évoquait tout à l'heure, lorsque vous avez un pays qui vous demande d'avoir une assurance maladie reconnue dans le pays, et on a connu ça avec Obamacare il y a quelques années, la Caisse des Français de l'étranger n'était pas capable de répondre parce que la Caisse était cadrée par la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle la réforme de 2019 permet de faire évoluer les choses de manière à pouvoir essayer de trouver des produits qui correspondent à la demande, aux exigences locales et qui en même temps arrivent à se conjuguer avec la sécurité sociale. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Alors, la seule subvention publique qui vient à la Caisse des Français de l'étranger, c'est justement pour permettre à des Français qui ne peuvent pas payer les cotisations classiques de la Caisse et sous conditions de revenus, de bénéficier de la catégorie aidée. Les conseillers des Français de l'étranger connaissent, puisqu'en fait, ils voient les dossiers passer au consulat. Il faut faire une demande au consulat à condition de revenus. Et donc, à partir de là, on peut, sous condition de revenus inférieurs à, me semble-t-il, 20 ou 21 000 euros sur l'année, bénéficier de la catégorie aidée. Et donc, dans ce cas-là, les dossiers sont étudiés par les conseils consulaires et ensuite, donc, les tarifs sont plus bas.
Il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la manière dont la Caisse des Français de l'étranger a réagi dans cette période de pandémie pour des gens qui n'avaient plus les moyens de payer leurs cotisations, pour des gens qui avaient été bloqués en France lors de déplacements et qui n'ont pas pu rentrer dans le pays et qui ont eu du mal d'ailleurs d'abord à payer leurs cotisations, ensuite à faire admettre à la Caisse qu'ils étaient restés longtemps en France. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent actuellement sur la gestion et sur les manques de la Caisse des Français de l'étranger. C'est aussi la raison pour laquelle, alors que le conseil d'administration, qui a maintenant, depuis la réforme de 2019, beaucoup plus de pouvoir, va être renouvelé, il me semble important qu'on arrive à avoir… qu'on arrive à construire finalement une espèce de liste de tout ce qu'il faudrait que la Caisse des Français de l'étranger prenne en compte pour être la plus capable de répondre aux besoins des gens. On aura probablement des élections au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger au mois de mars de l'année prochaine. Et je crois que c'est important sur ces prochains mois que le maximum de remarques sur la manière dont la Caisse fonctionne, que ce soit en matière de cotisation, que ce soit en matière de relations clients, que ce soit en matière de remboursement des prestations, pour que le renouvellement des administrateurs de la Caisse, renouvellement qui seront administrateurs qui seront élus par les nouveaux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, qui seront élus par les conseillers des Français de l'étranger le 7 décembre prochain, puisse être utile. Il y a beaucoup à faire. Je pense que l'esprit de la réforme qui a été votée en 2018 était bon, mais il y a beaucoup à dire sur la mise en œuvre et il y a beaucoup à dire sur la réponse de la Caisse à la pandémie. Donc, le conseil d'administration de la Caisse et son renouvellement seront importants. Donc, toutes les remarques qui peuvent remonter directement ou via les conseillers des Français de l'étranger sont à ce stade utiles pour pouvoir améliorer les choses. Oui, si je peux me permettre d'ajouter donc un petit point, Jean-Yves, donc effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Florian, il y aura une suite dans les semaines à venir. Bon, je ne peux pas encore vous dire exactement quand, parce qu'effectivement, on est en train de travailler sur le fond du problème, mais nous allons publier de nouvelles informations et avoir des réunions de travail et des webinaires avec nos compatriotes pour justement essayer d'avoir le maximum de réflexion pour aller vers des améliorations qui sont effectivement absolument indispensables. Et pour revenir peut-être sur un point précis que tu as évoqué, qui est donc l'aide qui est donnée dans le cadre des gens qui ont des difficultés financières. Le plafond est exactement de 20 568 € pour la catégorie aidée. La chose que peut-être au niveau législatif, il serait possible de faire évoluer, c'est que c'est vraiment un coup près. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'évoluer vers, je dirais, une progression un petit peu comme dans le cadre des bourses, de manière à ne pas avoir ce coup près qui fait que vous avez moins de 20 568 €. Vous avez une aide qui est quand même conséquente puisque la cotisation est réduite de pas tout à fait la moitié, mais c'est quand même important. Et si vous avez 1 € de plus, c'est terminé, vous n'avez plus du tout d'aide. Donc, il y aurait peut-être dans les choses à améliorer, mais qui serait à décider au niveau législatif, à mon avis. Ah non, là non. C'est le conseil d'administration. D'accord, parce que… Le conseil d'administration et là, pour le coup, conseil d'administration en liaison avec la direction des Français de l'étranger du ministère des Affaires étrangères, parce que comme c'est lui qui finance, c'est lui qui décide aussi, qui fixe l'arrêté, qui dit les choses. Ce n'est pas au niveau de la loi. L'idée en 2018, c'était justement qu'au niveau de la loi, on supprime même quelques garanties, mais qu'on permette la flexibilité qui permette des adaptations. Les adaptations comme ce que tu signales, par exemple. Quand tu dis, par exemple, que la Thaïlande, elle exige une assurance maladie qui correspond à un certain nombre de critères, il faut qu'on puisse offrir il faut que le conseil d'administration de la Caisse puisse faire évoluer le produit de manière à ce qu'en Thaïlande, il réponde aux besoins. Oui, alors ça c'est bien. Enfin, la liaison existe puisque il y a déjà un produit qui existe pour les visas AWA. Il va falloir le faire évoluer en fonction de nouveaux critères, mais ça fonctionne déjà. Voilà, parce qu'avant, ce n'était pas possible. L'idée, c'était justement ça, c'était de donner de la flexibilité et donc donner du pouvoir au conseil d'administration. Mais il faut derrière que le conseil d'administration soit à l'écoute et capable d'imposer ses vues à l'administration de la Caisse. Et nous, les élus, on est plus là, effectivement, pour… lorsqu'il y aura une demande d'évolution
des montants, par exemple, pour aller au-delà des 20 000 ou que ce soit plus progressif en termes de prise en charge des cotisations, à ce moment-là, poser auprès du ministère des Affaires étrangères. La seule chose que je dirais sur ce point, c'est que vous voyez que les consulats sont quand même relativement réduits et en voie de réduction souvent, et que l'une des raisons qui explique aussi cette limite, c'est que les consulats ne souhaitent pas avoir énormément de dossiers où ils doivent vérifier finalement les revenus des gens. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la CFE ne peut pas s'appuyer sur les consulats pour… on aimerait bien que ce soit progressif. Sauf que si on met, par exemple, 30 000, ça veut dire qu'on va faire rentrer dans l'intervalle beaucoup de gens nouveaux et ça va donner énormément de travail au consulat et le ministère des Affaires étrangères est très réticent à ça. C'est un débat qu'on a avec la CFE, avec eux, et c'est une des raisons qui explique que c'est bas. Un nouvel exemple où les moyens donnés au consulat est insuffisant et qui devrait être largement amélioré parce que pendant des années et des années, les moyens ont diminué de 10% par an. Bon, là, ça se stabilise, mais le mal est déjà fait. Et effectivement, il y a un gros problème de ce côté-là. Mais je vous propose… Voilà, je te laisse compte. Oui, je retiens que c'est bien là. D'abord, au conseil d'administration, j'avais presque une fin de non-recevoir par rapport au conseil d'administration, mais je vais… Ah, mais c'est à eux de le faire. Hein. D'accord, très bien. La remarque est faite, mais tu as dit tout à l'heure, excusez-moi d'insister sur le problème, parce qu'il est important, qu'il y avait quand même, de la part de la Sécurité sociale et d'État, donc une subvention pour cette catégorie aidée. Oui. Et il me semble que dans la préparation du budget, cette subvention a tendance à diminuer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce que ça, c'est grave comme problème. Je n'ai pas le montant exact en tête, mais c'est vrai. Voilà, donc, je veux dire, alors que nous sommes dans une situation où il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté, avoir une diminution de la subvention pour permettre cette catégorie aidée va forcément avoir un impact. Et ça, c'est une décision qui est complètement antisociale. Et j'espère qu'au moment, enfin, la discussion du budget va bientôt arriver au Sénat. Essayez, et ça, je compte sur vous. Tu parles. Je suis pas sûr malheureusement qu'on y arrive parce que la majorité sénatoriale risque de couper court aux discussions budgétaires. Et voilà. Donc on n'en parlera pas. Enfin, en tout cas, on s'y prépare, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Et bien sûr. Et la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup regretté que l'année dernière, au cœur de la pandémie, le ministère des Affaires étrangères ne soit pas d'accord pour qu'on mette en fast-track d'une certaine manière le droit à la catégorie aidée. Il y avait beaucoup de gens qui avaient eu du jour au lendemain des revenus qui avaient beaucoup baissé, qui étaient éligibles. Or, ils ont tout simplement arrêté de payer parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs cotisations, alors qu'il aurait fallu leur donner tout de suite le droit à la catégorie aidée rapidement. Je vous propose qu'on aille vers la conclusion. On pourrait en parler pendant des heures, bien évidemment. Et en tout cas, sur la Caisse des Français de l'étranger, l'ensemble des élus de la zone refera une conférence spécifique sur la Caisse des Français de l'étranger. C'est ce qu'on a prévu dans notre agenda des prochaines semaines. Et donc, pour conclure, je vous propose de repasser la parole à Info Retraite et à la CNAV avec peut-être les principaux outils dont il est important de se souvenir pour l'ensemble de vos démarches. Et de toute façon, nous nous engageons aussi, l'ensemble des élus au Vietnam, au Laos, Thaïlande, Birmanie et Cambodge, à vous rediffuser après par écrit l'ensemble de ces outils. Je ne sais pas qui veut commencer, la CNAV ou Info Retraite. Je vous propose de commencer donc sur les certificats d'existence et donc pour rappeler ce que j'ai évoqué ce matin avec vous. Donc, nous avons donc ces possibilités de faire des démarches en ligne sur les portails retraite, donc Info Retraite ou Assurance Retraite, avec donc des créations de comptes simplifiées pour les résidents à l'étranger.
Également, donc, a été mis à disposition et ouvert récemment un numéro de téléphone dédié pour les difficultés rencontrées par les retraités résidant à l'étranger dans leur démarche sur les certificats d'existence. Et également en ligne un service besoin d'aide qui permet déjà de retrouver un certain nombre de réponses à des questions posées régulièrement ou d'interroger en fait un service dédié de traitement des réclamations et donc pour vous apporter les réponses vraiment précises aux difficultés que vous avez pu rencontrer. Merci beaucoup. Et la CNAV, je voudrais ajouter une petite remarque pour la représentante du JIP. Donc, évidemment, je salue cette innovation pour le numéro de téléphone. Par contre, des retours déjà de concitoyens où ils ont passé plus de demi-heure avant d'avoir une réponse. Donc, bon, je sais que le service est nouveau, alors peut-être que beaucoup de personnes interrogent, mais peut-être regarder quand même ce problème. Et alors, je ne sais pas pourquoi, au niveau des administrations, c'est peut-être impossible, mais c'est vrai que si pour les Français de l'étranger, il y avait un numéro type Signal, WhatsApp, etc., ce serait bien utile parce que appeler de Thaïlande, de Birmanie, ou du Laos, ou du Cambodge, ou de Vietnam, un service en France, ça coûte vraiment très cher, quoi. Donc, pourquoi ne peut-on pas avoir un numéro type Signal ou type WhatsApp, peu importe. Donc, j'aimerais bien que cette question soit peut-être un peu approfondie. En tout cas, sur les difficultés d'accès à ce numéro de téléphone, effectivement, le constat qu'on a fait, c'est qu'au lancement du numéro, on ne s'attendait pas à autant d'appels et donc il n'était pas suffisamment dimensionné. Et donc là, un effort a été fait pour calibrer au mieux ce numéro de téléphone et pouvoir répondre dans de meilleures conditions aux appels. D'accord, merci beaucoup. Et ça montre en effet qu'il y a en tout cas un besoin de services publics pour les Français de l'étranger. Peut-être la CNAV sur les outils, le b.a.-ba des outils à connaître. Oui, alors moi, je vous parlerai effectivement. Donc, créer votre espace personnel, ça permet de pouvoir suivre son dossier lorsqu'on l'a éventuellement déposé en ligne, donc faire la demande de retraite en ligne. L'avantage de faire sa demande de retraite en ligne, c'est qu'en plus, vous avez un accusé-réception, donc au moins, on est sûr de l'avoir reçu. Et ensuite, vous pouvez suivre l'évolution du dossier, la prise en charge, l'étude et recevoir aussi certains courriers directement sur via votre espace personnel. Après, comme le disait Madame Glénat, mais il y a aussi via l'assurance retraite pouvoir déposer son certificat de vie en ligne. Voilà, moi je pense que c'est déjà, et consulter en amont de la retraite, consulter son relevé de carrière via son espace personnel avec son numéro de sécurité sociale, le créer. Virginie, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est important de pouvoir créer son espace personnel pour pouvoir suivre les démarches. Oui. Et puis vous, via cet espace personnel, vous pouvez recevoir et renvoyer votre certificat de vie. Donc, ce qui, pour les pays ayant des problèmes postaux, c'est vraiment intéressant. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup à nos trois intervenantes de la CNAV et d'Union Retraite. Merci vraiment pour votre disponibilité. Et je laisse la parole parce que je crois que les Français de l'étranger ont aussi besoin de voir leurs représentants de temps en temps. Et donc, je laisse la parole en conclusion au sénateur Jean-Yves Lecomte pour clore ce webinaire. Et comme on vous l'a dit, si ça vous a plu, l'idée est d'en refaire sur d'autres sujets prochainement. Merci beaucoup à tous. Merci Florian et merci à
aux représentants d'Union Retraite et de la CNAF pour leur présence. Je crois que c'est important que vous puissiez échanger directement avec les Français qui sont préoccupés par les situations qu'ils vivent et les élus des Français de l'étranger. Comme vous l'avez compris, on n'a pas nécessairement réponse à tout, mais c'est justement par ce type d'échanges et de réunions que nous pouvons arriver à porter les préoccupations et faire évoluer les dispositifs. Donc, à votre disposition, à disposition des élus qui connaissent aussi les sujets, comme vous avez pu le voir, et sont souvent d'excellents transmetteurs des choses que nous devons arriver à porter au Parlement au moment des discussions budgétaires. Et donc, en tout cas, merci à tous et bon après-midi, vu le décalage horaire. Et merci aux élus et à la CNAV et à Union Retraite pour votre disponibilité. Et merci beaucoup à Florian pour cette initiative utile. Et Claude et l'ensemble des élus, ouais. Merci beaucoup. Claude, Laurent, Daniel et Kai. Kai, voilà. Que je vois en bas de mon écran. Voilà. À très bientôt en tout cas. Merci à tous et prenez soin de vous dans vos pays. Le Cambodge vient de rouvrir, il n'y a plus de quarantaine, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez passer Noël au Cambodge. Et je crois que ça va vite arriver aussi au Vietnam et en Thaïlande. Bonne fin d'année à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.